Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouvel épisode de chapitre 42. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons recevoir une autrice que j'ai rencontrée sur Virtua Livre il y a quelques semaines. La dernière édition, Nemila, je crois que c'était en septembre, si je me rappelle bien. Une autrice aux multiples talents, puisque elle ne fait pas qu'écrire, elle dessine également. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, en tout cas, je suis vraiment en très grande forme. Merci pour lequel décor magnifique, Nemila. Voilà, j'ai passé quasiment 3 semaines en fait à refaire mon petit arrière-plan. Hein, voilà, je l'inaugure aujourd'hui, mon arrière-plan. Avant, c'était arbre à chat. C'était ah oui, 23 et 25 octobre. Oui, j'étais pas loin en fait en disant fin septembre. Hein, j'étais vraiment pas loin. Donc avant, ouais, c'était arbre à chat, c'était canapé, c'était chat qui se baladait partout. Et suite des discussions avec mon parrain de stream, donc Black Devil de la TV42, il m'a donné quelques conseils et je pense que je les ai suivis et je suis très content. Voilà, on a passé 3 semaines. J'ai un pote qui a fait du placo et moi j'ai peint puis j'ai décoré. Donc voilà, donc c'était bien cool. Et voilà, donc vous avez pu l'entreapercevoir la semaine dernière sur le live spécial des croqueuses de livres. Donc j'en vois un certain nombre ici. Je voulais encore vous remercier toutes d'avoir participé à cet événement où vous avez pu présenter 28 bouquins. On a présenté 28 bouquins à mettre sous le sapin. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir le replay, en bas de votre écran, normalement vous devez avoir un petit onglet avec YouTube. Vous cliquez dessus, vous allez être rejoint sur relinké sur mon compte YouTube, sur lequel vous avez le replay total de la soirée. Et j'ai fait un balisage qui vous permet à tous, éventuellement, si vous le souhaitez, d'aller directement au bouquin qui vous intéresse. Vous avez la liste des bouquins, le genre littéraire, et donc ça peut vous permettre de gagner du temps et d'éviter à vous faire les 2 heures et quasiment 3 heures de vidéo. Voilà, on s'est beaucoup amusé avec les copines. Ça a été vraiment une super soirée. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay si ça vous donne envie. Maintenant, je la vois qui est impatiente de nous rejoindre. Donc je vais basculer en transition. Et je vais vous présenter, on va discuter un petit peu avec Ronsdor qui va nous présenter tout ce qu'elle fait. Allons-y. Coucou Ronsdor, comment vas-tu? Hello. Hello tout le monde, ça va très bien. Un peu fatigué. Ouais. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit combien de temps on va durer. Elle m'a dit parce que je suis un peu fatigué. Donc bon, mais je lui dis de toute façon que c'était bon enfant, que c'était bon esprit, qu'on était entre copains. Et donc du coup, elle n'allait pas avoir le temps passé. Voilà. Et je compte sur vous pour me déstresser un petit peu parce que j'ai un peu travaillé. C'est vrai que Némi, enfin, juste une petite histoire, on se dort quand on a fait le Virtua Livre. C'est vrai que j'ai vu défiler les stands, donc j'ai vu qu'on était ensemble le samedi. Et j'ai tout de suite envoyé un message à Nemila en lui disant merci, je suis super content d'être avec Ronsdor parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ça me faisait plaisir de passer ces 2 heures avec toi. Bon, il s'avère qu'on a passé 4 heures, puisque le dimanche, tu as malheureusement dû me resupporter encore un petit peu. Et voilà. Et voilà. Et donc, du coup, de ce week-end, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à Ronsdor si elle voulait bien faire un petit live. Et donc, elle m'a dit non, je veux pas, non, je veux pas être en live. Non, t'as accepté tout de suite. Je te charrie. Sawa, alors Sawa c'est mon modérateur, mais il faut savoir qu'en fait c'est lui que je passe mon temps à modérer. Voilà. Voilà. Donc on va commencer déjà Ronsdor parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est ton pseudonyme et j'aime beaucoup ton pseudonyme. Je trouve ça très original d'avoir mis un R avec Ronsdor derrière et puis après ça fait voilà, quand on le lit correctement ça fait Ronsdor. Donc pourquoi ce pseudonyme? Alors, c'est une histoire. En fait, à l'origine, j'avais un vieux pseudo d'écriture qui me restait de mon premier programme d'écriture. Et ce pseudo, c'était Corne d'Or, qui était inventé
quand j'avais 13 ans parce que j'avais dessiné une créature que j'aimais beaucoup, qui était un cerf avec des bois en or, avec 8 pattes, je crois, si je me souviens bien. Et il s'appelait Cornedor. J'avais gardé ce pseudo pour mon forum d'écriture. Et l'année dernière, quand il s'est agi de publier mon premier roman, je me suis dit, bon, j'aimerais bien le garder parce qu'il a une grande valeur sentimentale, mais Cornedor, c'était beaucoup trop... Enfin, je vais pas garder ça comme ça, quoi. Et du coup, j'ai fait des tests de... Ah, comment ça s'appelle déjà quand on mélange les lettres d'un mot? Anagramme. J'ai un gros trou. Anagramme. Voilà, merci. J'ai fait pas mal d'anagrammes et puis Ronce d'or, c'était super, du coup, je l'ai gardé. Voilà. D'accord, bon, nickel. Non, mais c'est vrai que c'était... ouais, moi, parce qu'au début, c'est vrai, quand j'ai vu ton nom, j'ai vu R11 d'or, je me suis dit, mais en fait, comment je dois l'appeler quand je vais arriver sur le stand? C'est vrai qu'au début je t'ai tutoyé, on a discuté comme ça et très vite tes lectrices sont arrivées puisqu'on a le samedi, je vous dis tout de suite, on a pété les scores, on a dû faire augmenter 2 fois la capacité de notre stand parce que c'était juste un truc de fou. Il y a plein de gens qui sont venus pour discuter avec elles et du coup elles sont arrivées en disant Ronce d'or et du coup je me suis dit ouais génial, c'est cool. Ouais, merci Fifi, c'est cool. J'ai réussi à le... T'as vu ? Bien, monter le son, nickel. Et c'est vrai que du coup, ouais, quand elles ont commencé à t'appeler Ronce d'or, je me suis dit, c'est bon, ok, d'accord, voilà, je sais comment l'appeler, maintenant, ça va. Oui, Ronce d'or, R11 d'or, n'importe. Il y en a qui m'appellent Corne de mon vieux pseudo, enfin voilà. Donc le R, en fait, n'a pas de signification particulière Non. Parce que Ronce d'or tout seul, ça faisait trop pseudo pour moi et j'aimais bien l'idée de mettre l'initiale comme nom prénom quoi. D'accord, nickel. Donc moi comme je te disais, j'ai vu beaucoup passer tes couvertures puisqu'une partie de tes bouquins sont de la fantasy dans les mondes de l'imaginaire. Et donc du coup forcément on a des chroniqueuses un peu en commun hein, et j'ai donc du coup vu beaucoup passer ton bouquin et le premier qui m'a vraiment interpellé c'est Par le fer et le feu. Alors je vais afficher la couverture. Que je trouve magnifique, qui paraît vraiment d'apparence très simple, je veux dire, mais au final, à mon avis, il y a dû un petit peu quand même te faire galérer pour le faire, mais le jeu de couleurs, de texture a l'air vraiment super, est vraiment super accrocheur, quoi. Merci, ça me fait plaisir. Mais ça me fait rire à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de monde qui me complimente sur cette couverture. Alors qu'à la base, c'était un montage fait, pas fait en 2-2 parce que ça m'a pris du temps, mais c'était un montage que j'avais fait juste pour poster l'histoire au début quand je commençais à l'écrire sur le site Scribd. Et puis, et en fait, j'avais pour obligé de la changer si je publiais l'histoire. Et au moment de la changer, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu la changes? Elle est trop bien, je l'adore. Du coup, je me suis dit bon. Du coup, au lieu de la changer, je l'ai refaite en 300 dpi parce qu'elle était trop petite pour convenir pour un livre broché. Ouais. Tout refaire de A à Z. Et puis, au final, je suis contente parce qu'effectivement. J'aime bien. Ouais, mais elle est. Enfin, c'est vrai que c'est les cool. La couleur, ouais, vraiment. Enfin, l'œil est vraiment de suite attire. Enfin, moi, c'est le premier truc. C'est vrai que le titre et l'œil de la jeune fille ressortent vraiment de manière intense. Et après, tu t'attardes sur les autres détails de la couverture qui sont vraiment qui sont jolis et qui agrémentent vraiment la couverture. Attends, en même temps que je te parle, je suis en train de copier ton Instagram pour le pinguer dans le chat. Hop, voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça avait été... Et donc du coup, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, Par le fer et le feu n'a pas été une histoire que tu as écrite et éditée tout de suite. Ça a été d'abord par Scribd, c'est ça ? Oui, en gros, Scribd, c'est un peu l'équivalent de Wattpad, mais en plus, je sais pas comment dire, mais c'est plus fait pour travailler ses textes. C'est-à-dire que tu peux venir sur les textes des autres et laisser des annotations partout sur le texte pour te donner des conseils, pour t'exprimer, pour dire quoi, ou alors pour dire ce qui se passe par la tête, quoi. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai commencé à écrire l'histoire et que je lisais beaucoup de romans aussi. Ouais. Et puis, j'ai écrit 3 mois dessus et quand il a été fini, j'ai un peu, je l'ai relu et après je l'ai un peu mis dans les tiroirs en me disant je vais essayer de l'envoyer à des éditeurs, peut-être que ça va les intéresser. Oui. Et puis pendant 1 an et demi, j'ai rien fait de spécial. Je l'ai envoyé à quelques maisons et j'ai eu 2 retours positifs
Mais le premier, c'était pas un éditeur traditionnel. En fait, c'était, je sais pas si vous voyez, mais c'est un éditeur de séries littéraires numériques. Donc en fait, il publie des romans sous forme de séries et d'épisodes courts. Ouais. Donc j'étais là, super, ça va être sympa. En fait, c'est pas très bien passé, du coup, je suis partie. Et après, le deuxième retour positif que j'ai eu, c'était par une petite maison d'édition qui avait l'air super sympa et qui voulait publier, sauf qu'elle m'a contacté la veille du lancement de la campagne Ulule quand je me suis décidée à le sortir en indépendant, quoi. Mm-hmm. Du coup, bon, bah, ils m'ont contacté la veille, j'étais prêt pour le sortir en indépendant, et ils m'ont dit, voilà, on voudrait publier. Et moi, j'étais là, merde, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Ouais. Et du coup, bon, bah, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, je leur ai demandé, j'ai regardé le pourcentage qu'ils me proposaient aussi, et puis bon, bref, au final, j'ai décidé de le publier par moi-même. Voilà, mais ça a mis, je crois, 1 an et demi, du coup, à partir de la fin de l'écriture. Ouais, bon après ça va, ça reste honorable quoi. En termes de temps, c'est pas non plus. Oui, ça va encore, ouais. Donc du coup, ouais, Scribd et ensuite, et du coup, tu continues à poster sur Scribd ou maintenant tu fais ça plutôt en off? Non, je continue à bosser sur Scribd parce que ça fait bien 3 ou 4 ans que j'y suis. J'ai rencontré des gens super dessus et puis ça m'aide vraiment parce que en gros, bah, tous mes alpha lecteurs ils sont dessus. D'accord. Donc ça me permet d'avoir des retours sur mes chapitres quoi, et de les travailler avant de l'envoyer en bêta lecture. Donc ça m'aide énormément. D'accord, ouais, donc une première relecture sur Scribd avec une communauté que tu t'es faite sur ce site-là. Et ensuite, tes bêta lecteurs qui enchaînent et qui retravaillent un petit peu ce que tu as fait derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Mais après, c'est que je connais pas du tout. Enfin, je sais pas, j'ai un petit peu entendu parler de Wattpad, Scribd, je connaissais pas, mais enfin un petit peu, mais pas sans plus. Et t'as pas mal de gens qui sont passés de l'un à l'autre. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Et bah, moi j'avais entendu parler à un moment sur Scribd, il y avait une invasion de Wattpad, il y avait plein de gens qui faisaient Wattpad, en général des ados, ouais. Voilà. Parce que c'est vraiment très différent dans l'ambiance et il y en a plein qui sont repartis un peu dégoûtés. Sur Scribd, on est beaucoup plus dans la critique, pas forcément négative, mais voilà, dans la critique. Oui, dans l'entraide. Tout ça. Voilà. Et alors que Wattpad, c'est vraiment, on lit, on commente, alors on n'aime pas, donc c'est vraiment différent. Mais sur Scribd, je préfère parce que c'est plus varié, il y a des gens de tous âges, il y a des textes de tous les horizons, enfin vraiment c'est cool. C'est plus petit, donc je préfère. Bah après, de toute façon, le tout c'est d'être à l'aise avec son support. Tu vois, t'as Nemila qui vient de sortir par le fer et le feu de sa pile à lire. Enfin non, excuse-moi, de sa pièce à lire. Je suis désolé, Nemila a une pièce à lire. Je vois, bon d'accord. Ah non, bah Nemila a 800 livres dans sa palle. 800 livres? Oui, voilà. Et on est d'accord, la palle, c'est qui sont déjà achetés en plus. Ah oui, c'est ça. C'est ça, mais elle a fait une vidéo là-dessus, c'est Vibrations littéraires, elle a fait une vidéo là-dessus, comment vivre avec sa palle, il y a quelques semaines, et voilà, donc du coup, c'est là que je crois, c'est Imagine Encre, il me semble, qui a dit que c'était plus une pile à lire, mais une pièce à lire. Voilà. Ouais, déjà, moi, quand j'ai 8 livres dans ma palle, ça me panique un peu, mais alors 800 livres... Ah bah... Pour même 800 livres... Ouais, et donc du coup par le fer et le feu, c'est plutôt de la fantasy si je me rappelle bien. Ouais, c'est de la dark fantasy, mêlée à une espèce de romance psychologique ou anti-romance, enfin une romance un peu spéciale, on va dire. Oui, parce que bon, c'est vrai que le résumé, le résumé d'Amazon, je suis désolé, je vais parler d'Amazon, mais étant auto-édité... On peut trouver ces livres sur Amazon, donc ce coup-là, je vais pas m'embêter avec Amazon. Donc c'est quand même un homme et une démone. Voilà, lequel triomphera de l'autre. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Je me permets de linker d'envoyer le lien Amazon si ça passe. Je ne sais pas si... Oui, ça passe, nickel. Donc du coup, voilà, ça c'est le lien Amazon vers Par le fer et le feu, pour les gens qui sont intéressés. Ce qui vous permettra déjà, de voir le livre, d'avoir un petit résumé du livre, à moins que tu veuilles nous faire peut-être un petit pitch du livre, si tu le sens, Rose d'Or. Alors, les pitchs, j'adore faire des pitchs. Ouais.
En gros, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une démone assez maladroite qui va être envoyée par Lilith sur Terre pour essayer, enfin pas pour essayer, elle doit réussir pour réussir à séduire un humain qui est quasi intouchable. Il n'est pas intouchable parce qu'il a une position hiérarchique au placé ni rien, c'est juste qu'il est très... son père est mort quand il était ado, donc il est traumatisé par les démons, les succubes, etc. Et il ne s'entoure de... Enfin, il est très très misogyne, il ne s'entoure d'aucune femme, d'aucune femelle, enfin, il est... Voilà. C'est un chasseur vraiment très très solitaire. Et tout son challenge, c'est qu'elle doit réussir à l'approcher, donc dans un autre corps qui lui paraîtra innocent, on va dire, et qu'elle va devoir réussir à ce qu'il lui fasse confiance et à le séduire pour le tuer ensuite, quoi. Et toute l'histoire tourne autour de ça. D'accord. J'essaie de trouver des petits smileys, je suis désolé. Hop, voilà. Pour embêter Nemila dans le chat. Ouais. Non, après, faut savoir que voilà, vous aviez bossé vos pitchs. Tu m'avais dit que tu m'avais MP en fait quand j'étais parti du Discord, et c'est vrai qu'on avait essayé de pitcher à un moment donné, pendant que tes lectrices étaient là, tu m'as gentiment proposé de pitcher mon bouquin, et ça a été un epic fail, je crois. Et quoi? Et du coup, tu m'avais dit derrière que vous aviez passé un moment avec d'autres auteurs justement à travailler vos pitchs pendant une petite heure, et à vous échanger vos conseils et vos retours sur les pitchs des autres. Oui, il est possible qu'on ait fait ça. D'accord, tu te souviens pas. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est jamais simple de pitcher son bouquin. C'est toujours un exercice un peu compliqué pour un auteur de pitcher son bouquin. Où on a un texte qu'on apprend par cœur et qu'on ressort systématiquement, mais le pitcher comme ça à l'impro, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Donc par rapport à ces bouquins, tu m'avais envoyé différentes illustrations qui t'avaient inspiré, me semble. Voilà. Ouais. Donc il y avait quoi? Il y avait la succube, je crois. Il y en avait 2 sur les succubes normalement, et il y en avait une sur la licorne médiévale. Ah oui. Gravure. Ouais. Donc la licorne, dans les succubes, là, j'ai mis la première. Voilà, comme ça tu peux nous expliquer un petit peu voilà, ce qui t'avait inspiré. Ça t'a inspiré pour les descriptions? En fait, pas tellement, parce que le truc c'est que en tout le roman, on ne sait jamais à quoi ressemblent les succubes quand elles sont elles-mêmes. Parce que tout le mythe fondateur de du succube à l'origine, comme c'est pas forcément féminin, c'est que c'est un démon qui prend une apparence qui n'est pas la sienne pour séduire les hommes. Et du coup, pendant tout le roman, il y a ce mystère de mais à quoi est-ce qu'elles ressemblent quand elles ne sont qu'elles et quand elles ne prennent pas de corps d'autres. Ouais. Mais dans ma tête, oui, les esprits succubes, bien qu'elles soient immatérielles, ressemblaient un peu à ça. Mais j'aimais bien cette illustration parce qu'elle évoquait quelque chose de hyper, de plus mystique, on va dire, que ce qu'on voit aujourd'hui dans l'urban fantasy, où la succube, souvent, c'est une fille trop sexy qui se emboîte et qui séduit les mecs, et puis voilà. Là, non, c'est une créature beaucoup plus immatérielle et vraiment pas humaine, quoi. D'accord. On va rassurer Nemilia tout de suite, qui te demandait si c'était bien un one shot. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de suite, c'est bien un one shot. Je connaissais la réponse, mais je préférais que l'auteur le dise. Donc ensuite, il y avait celle-ci, je suppose, me semble-t-il. Cauchemar. Oui, avec toujours la femme. Voilà, qui est en train de faire un massage cardiaque. Exactement. Et on va partir ensuite sur la licorne. Donc la licorne, pareil, t'as inspiré pour ce bouquin. Oui, parce qu'en fait, cette gravure représente bien le mythe originel de la licorne, en fait, parce que de nos jours, les licornes, c'est des chevaux blancs, gracieux et tout, et à l'époque, c'était pas du tout ça. Enfin, c'était des chimères avec des sabots de chèvre, une tête de cerf, un corps de cerf ou de chèvre avec une queue de bœuf. Enfin, c'était vraiment un grand mélange. Et c'était des animaux très réputés pour être sauvages, indomptables, féroces, etc.
coup, bon, moi, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y a une licorne, je vais pas en dire plus, mais il y a une licorne qui a un grand rôle dans l'histoire, et ce qui surprend pas mal les gens en général, mais bon, voilà. Et du coup, je me suis inspirée du mythe originel de la licorne, mais j'en ai fait un espèce de petit machin très petit. Donc c'est une licorne naine qui ressemble à une chèvre, ce qui fait que ça lui attire des colibés tout le temps, parce que c'est pas du tout classe, quoi. En plus, elle arrête pas de se prendre dans sa crinière au début, du coup, voilà. Et ouais, j'avais envie de réhabiliter un peu la licorne et de pas en faire une créature un peu kitsch comme on en voit aujourd'hui, quoi. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Je ne divulguerai rien, mais je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ah. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, la licorne a quand même une image actuellement très, comme tu disais tout à l'heure, le cheval blanc pur, limite la corne vraiment faite d'or, des diamants, des paillettes. Enfin voilà quoi, c'est vraiment voilà quand ça danse pas sur les dance floor en licorne à paillettes, c'est un petit peu tout ça quoi. Après, c'est vrai que dans tes bouquins, donc là on a vu par le fer et le feu, après c'est de chair et de métal et masque et monstre, de ce que je ressens, c'est mon ressenti, t'es quand même très sensible à tout ce qui est animaux, nature, animaux. Oui. Voilà. Oui, Là, je mets la couverture de chair et de métal aussi. Donc là, avec une couverture très... je sais pas comment tu as appelé cette créature. Alors en fait, c'est une tarasque. Bon, je l'ai un peu améliorée parce qu'à l'origine, le mythe de la tarasque est beaucoup plus moche. D'ailleurs, si vous cherchez la statue de la tarasque qui est dans la ville de Tarascon en France, elle est extrêmement peur. Mais en gros, c'est un lion géant avec 6 pattes d'ours, une énorme carapace de tortue avec des pics, et souvent elle a un visage un peu humain, un moitié lion, moitié humain, ce qui lui donne un air assez flippant. Bon, moi je l'ai un peu réadapté, un lion avec des carapaces, pattes d'ours, etc. Ah oui, il y a un dard de scorpion aussi. D'accord. Un détail très sympa. Non. Voilà. Ouais, à chaque fois tu t'es inspiré de créatures existantes pour ton bestiaire ou t'en as créé toi, des à toi, bien à toi En général, je m'inspire parce que j'adore reprendre des vieux mythes et puis comme ça les gens ils connaissent pas et puis je peux leur faire découvrir et puis je réadapte aussi. Mais il y en a quelques-unes que j'ai inventées. Pour le dernier, Masques et monstres, j'en ai inventé 2. J'ai inventé un dragon que j'ai appelé le Zonur parce que j'ai inspiré d'un lézard qui existe qui s'appelle le Zonur, du même nom, et qui est un lézard avec une bouille assez particulière. Si vous voulez chercher, vous allez voir, il a une tête assez drôle. Et voilà, donc j'ai inventé le Zonur qui a pour particularité de cracher non pas du feu, mais un venin phototoxique. Donc en gros, un venin phototoxique, je me suis inspiré des plantes existantes. C'est un venin qui a pour effet de en gros fragiliser votre peau à l'exposition du soleil. Mais vraiment, c'est-à-dire que si vous êtes plongé dans un buisson de plantes phototoxiques, et qu'il y a un rayon de soleil à ce moment-là, vous allez cramer quoi, littéralement. Et du coup, j'avais pas envie de faire un dragon qui crachait du feu parce que je trouvais ça trop cliché. Je me suis dit, mais oui, le venin phototoxique, c'est le bon truc parce que du coup, crame, mais il n'y a pas de flamme quoi, il y a juste un venin que le dragon se crache dessus et voilà. Donc il y avait celui-là. Et puis après, j'ai aussi inventé un petit bulle trop rigolo qui est le dragon orchidée, que je trouvais trop chou, parce que j'ai toujours trouvé qu'une orchidée, ça ressemblait... les orchidées de base que vous pouvez trouver facilement sur le net en cherchant orchidée, vous allez voir, au milieu de rôle de pétales, il y a un espèce de petit bouton pointu, et j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à un petit museau, donc voilà. Alors, on est Sawa qui nous dit qu'il a posté la photo de la tarasque. Tu l'as posté où, mon cher ami? Ah oui, mais oui, d'accord, sur le Discord. Non, oui, sur le Discord. Oui, voilà. Et non, mais c'est vrai que c'est donc t'as un bestiaire qui est quand même assez créatif. Moi j'ai bien aimé. Je vais retirer la couverture et je vais passer le petit truc dont je t'avais parlé tout à l'heure. J'ai fait une espèce de boucle avec des dessins que tu m'as transmises. Alors hop, on va voir est-ce que ça va s'afficher ou pas. Oui, ça s'affiche, c'est génial. Donc
donc en fait, vous allez avoir une petite boucle qui va tourner pendant qu'on discute avec des illustrations faites par Ronsdor. Tu vas pouvoir peut-être nous commenter au fur et à mesure les créatures dont tu es l'autrice, puisque voilà, comme je vous dis, non seulement elle écrit, mais en plus, elle dessine. Ah mais c'est génial, moi je trouve ça génial. Oui, du coup, Hop, si voilà, vous voulez avoir les... voilà. T'as la première petite bestiole qui vient d'apparaître. Moi j'appelais ça des bestioles, je suis désolé. Hein. Ah d'accord, parce que comme je suis décalée, Ouais, mais t'as un petit décalage, je sais pas si t'as on en un est, petit décalage. Bon, du coup, la première dans le petit carton, c'était justement un bébé tarasque qui apparaît dans Masque of Monstre. Ensuite, la deuxième qui est apparue de mémoire, c'était un dragon assez flippant qui est en noir et blanc qui apparaît dans le fer et le feu, qui est un succube en fait qui peut prendre l'apparence qu'il veut, comme tous les succubes, du coup il prend souvent une apparence de dragon. D'accord. Cauchemardesque. Après, qu'est-ce que c'était après déjà? Moi je suis toujours sur Asmodée. Bon, après ils tournent, ne t'inquiète pas, chacun à peu près une dizaine de secondes, après ça tourne, donc commente ce que t'as à l'image quand tu les as à l'image. Voilà, moi j'adore le bébé tarasque est juste trop mignon, ça fait penser à un petit chaton que tu aurais dans un petit carton, c'est rigolo. Totalement l'idée, parce que dans Masque des Monstres, en fait, les héroïnes tombent. Quelqu'un dépose le carton devant chez mes héroïnes, fermé. Du coup, elles sont là, bon bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et elles ouvrent et elles tombent sur cette petite bestiole qui était abandonnée, du coup, et qui n'est pas du tout un animal normal. Et qui te base tout mignon, tu t'attends pas après à ce qu'il ait six pattes d'ours, des griffes, des crocs, un dard de scorpion, enfin voilà. Je suis sûr que quand tu le vois sortir du carton, tu dois pas forcément penser à ça. Voilà. Et du coup, toute l'angoisse, c'est qu'est-ce qu'il va devenir en grandissant, quoi. C'est ça le truc. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? On a le lapin ailé avec des cornes, des bois de serre, qui apparaît aussi dans Masques et Monstres, et qui est mentionné dans Deux Chairs de métal, parce que j'aime bien faire des petits ponts entre mes histoires. Donc ça, c'est une créature qui s'appelle le Wolfertinger, qui est une créature du folklore bavarois, et qui en fait est un lièvre avec des ailes qui a pour réputation de dévorer les touristes imprudents. D'accord. L'anthropophage. D'accord. Il est mignon, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y avait les deux oiseaux. Ah oui, alors les deux fiables, eux, ils apparaissent dans Masque des Monstres. Alors ils sont pas très très importants dans l'histoire, mais je les adore, donc j'ai obligé de les peindre. Donc voilà, ils sont trop rigolos. Après, sachant que toutes les illustrations en couleur, c'est de l'acrylique. Voilà, c'est des peintures acryliques. Après, il y a aussi un zoom sur une tête de bidule écailleux qui pourrait ressembler à un dragon, mais en fait ce n'est pas un dragon, c'est un killing, donc une créature du folklore chinois. D'accord. Une sorte de cheval, chèvre, sanglier, etc. couvert d'écailles, que j'ai représenté avec ce gros zoom sur fond rouge. Et lui, il apparaît aussi dans Masques et Monstres. Voilà. Après, il y a quoi? Il y a le petit chat vipère, avec sa tête moitié serpent et sa queue de vipère qui apparaît dans Masques et Monstres aussi, et qui est mentionné dans Deux Chairs de métal, pareil, et qui est... Alors ça, c'est une créature très spéciale, parce qu'en fait, je n'ai jamais retrouvé sa trace nulle part. C'est un ami qui m'en avait parlé il y a des années sur un forum d'écriture. Il m'avait dit, à la bibliothèque, j'ai trouvé... Attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit? À la bibliothèque régionale, j'ai trouvé une créature qui plaira. Donc j'ai dit, ok, c'est quoi? Et en fait, il m'a dit, c'était un chat mélangé avec un serpent qui peut être venimeux, et qui a des écailles et tout, et qui est typique du folklore de ma région. Donc je sais plus de quelle région il était originaire, mais voilà. Et ça s'appelle un dart. D-A-R-T. Du coup, j'étais là, ok, cool. Et je l'ai mis dans mes histoires, et après, j'ai voulu chercher sur le net pour des précisions et tout, et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc, soit c'est quelque chose de inconnu, et qu'il a retrouvé au fin fond d'un rayonnage de sa bibliothèque, soit je sais pas du tout. En tout cas, voilà. C'est affaire mystérieuse. Bah écoute, ça arrive des fois, des petites recherches. Mais du coup, tu t'es inspiré Enfin là, tu te mets pas de limite au niveau de tes inspirations. Là, tu parlais de folklore bavarois, t'es parti sur du folklore asiatique. Enfin voilà, c'est vraiment... tu prends tout ce qui te passe sous la main et qui te fait envie. Ah oui, c'est vrai, c'est tout mélangé. Il y a même, je sais plus, il y a une créature amérindienne, illite, égyptienne, enfin voilà, il y a de tout. Alors on a Neliaz TV qui demandait si tes livres ne sont vendus que sur Amazon. Non, alors ils sont disponibles partout, y compris si vous allez en librairie au coin de la rue, vous pouvez les commander, ils seront commandés comme
pour les livres de maison d'édition en fait. Et ils sont aussi sur des sites, sur la Fnac, enfin partout en fait, quasiment partout. Voilà, moi j'ai juste mis Amazon parce que je suis désolé, c'est le plus simple pour tout trouver. Après, si vous préférez que le suivant je vous le mette sur la Fnac, je vais chercher sur la Fnac, le lien, il n'y a vraiment aucun souci. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir tout ce que t'as, enfin voilà, d'où t'es parti, de toutes ces sources d'inspiration et de la création de ton bestiaire qui est assez impressionnant, puisque alors on parlait tout à l'heure par le fer et le feu. Je pense pas que ça tourne trop autour des animaux. Par contre, de chair et de métal, Non. c'est là où on est plus en fait, c'est enfin. Là, il va y avoir beaucoup plus de serviteurs, on va dire, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là. Je sais pas si c'est le terme adapté ou pas. Oui, puisque De chair et de métal, c'est un recueil qui est vraiment centré sur la place des animaux dans le futur. Donc, en fait, l'histoire, on a une nouvelle bestiole, voire plusieurs. Donc, effectivement, comparé par le fer et le feu, c'est le jour et la nuit. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des animaux qui sont hybrides, il y a des cyborgs, il y a des animaux qui sont entièrement mécaniques, donc qui sont des IA, des robots. Et voilà. Donc, De chair et de métal, c'est vraiment celui qui tourne le plus autour des animaux. Avec Masques et monstres, il a quelques points communs. Mais voilà. Quelques points communs, oui, enfin déjà comme tu disais tout à l'heure, il y avait des créatures, certaines créatures qui font des apparitions dans l'un et dans l'autre. Oui, il y a des créatures. Voilà, mais à part ça, qu'est-ce que tu sous-entends par point commun, si ça n'est pas du spoil évidemment. Alors, il y a deux personnages, enfin, même trois, mais il y a trois personnages de chair et de métal, de recueil, qui apparaissent dans Masques et monstres, ou qui sont mentionnés. Ouais. Du coup, ceux qui ont lu le recueil avant, surtout au prologue notamment, ils se rendent compte qu'il y a des personnages qui sont revenus. D'accord. Voilà, je les ai réadaptés, donc ils n'ont pas du tout la même histoire, ils gardent grosso modo le même caractère, et encore, ils ont pas mal changé. D'accord, mais voilà, donc du coup des petits personnages qui reviennent dans l'un dans l'autre, parce que du coup tes bouquins, c'est quand même des styles très très différents. Je veux dire, on va pas... C'est vrai que tout à l'heure Nemila nous demandait si c'était des one-shots, enfin si c'était un one-shot par le fer et le feu, excuse-moi, j'ai un peu de mal à me retrouver entre De chair et de métal et par le fer et le feu, je confonds le métal et le fer et le feu. Et du coup, ouais, donc c'est vraiment, on en avait parlé sur Virtua Livre. Tu te sens pas, enfin, t'as pas envie pour le moment de faire des longues sagas? Non. C'est un peu ma hantise. Déjà là, Masques et monstres, j'ai dû faire un tome 2, La mort dans l'âme. Au début, ça devait être un one shot, mais c'était vraiment impossible de tout rentrer dans un seul tome. Déjà, le premier tome dépasse 500 pages. Ça devenait un peu serré. Ouais. Et là, le tome 2, parce que j'aime vraiment... c'est pour ça que j'ai commencé par des nouvelles à la base et que j'ai fait le recueil de chair et de métal. C'est parce que j'aime vraiment planter des personnages, un univers, et puis après changer, et puis rechanger, et rechanger tout le temps. J'aime pas du tout rester dans la même... je sais pas, au bout d'un moment, je me lasse, j'ai envie de changer, je change de personnage et d'univers, quoi. D'accord. Oui, donc du coup, de la fantasy, un monde futuriste... ton dernier bouquin, Masques et monstres, c'est... un peu un mix de tout en fait, parce que ça commence comme la couverture. Je vais vous mettre et ça part en... Et il y a des côtés SF aussi dans le tome 2. D'accord. Magie d'artisan, c'est écrit tout en bas, en petit, c'est... C'est le titre, enfin le sous-titre. D'accord, ok. Donc voilà, c'est... hop. Voilà, oui, bon, Fifi vient de relinker ton Instagram, comme ça on le repingera régulièrement pour les gens, pour qu'ils puissent directement aller faire un tour dessus s'ils ont envie de te suivre. Couverture bleue avec des magnifiques dorures qui t'ont fait suer dernièrement. Oui, enfin pas elle. Alors elle, il n'y a pas de dorure. Enfin, il y a des effets dorés, mais il n'y a pas de dorure. Mais par contre, alors du coup, pour ceux qui sont pas au courant, pour Par le fer et le feu et pour Masques et monstres, j'ai sorti la version brochée. Donc là, par exemple, vous avez la couverture brochée de Masques et monstres. Et j'ai sorti une version de luxe par des précommandes sur Ulule.
Donc les gens pouvaient précommander c'est une version qui est reliée et qui a, dans le cas de Masques et Monstres, des illustrations en couleur, une carte en couleur, etc. Donc pas mal d'ajouts. Et en gros, la couverture de Masques et Monstres de luxe, il y a des dorures argentées, donc l'imprimeur appelle ça des argentures. Moi je trouve que c'est assez moche, mais voilà. Il y a des argentures. Et les argentures, il faut fournir un fichier spécifique à l'imprimeur. Donc moi, en l'occurrence, la couverture du roman en version de luxe, elle ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. Je vais voir. Attends, je vais enlever la couverture, hop, comme ça, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, ça ressemble un peu à ça. En gros, bon là, les couleurs sont pas top, mais c'est du bleu assez vif, et toutes les lettres sont en dorure argentée. Donc du coup, j'ai fait ma maquette, et j'ai galéré pendant 2 semaines, parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas, parce que pour passer en machine à la dorure, évidemment, il faut des contraintes techniques assez spécifiques, et puis, bon, c'était compliqué. J'ai dû refaire 30 fois mes typos, j'ai dû réorganiser la maquette, mais c'est bon, j'y suis enfin, j'ai pu passer commande, donc ça va. C'est bon, du coup, tu peux rassurer les personnes qui ont participé à ton Ulule, tout devrait être livré en temps et en heure, et Masques et Monstres sera sous le sapin. Oui, j'espère qu'ils le recevront avant Noël, bon après avec les retards de la poste, voilà, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça arrive à temps. Bah déjà si tu as expédié, on va dire qu'à un moment donné, normalement ça devrait suivre son cours. On va croiser les doigts. C'est vrai qu'on passe par le même fournisseur, je crois, Book Factory. Oui, c'est lui. Ouais, voilà, ouais, on passe par le même fournisseur, on a le même imprimeur. Au niveau des délais, ils sont vraiment, en général, ils sont top là-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai une question qui m'est passée par la tête, j'aurais dû la noter. Flûte. Ah, j'aime pas quand une question me... Oui, si, voilà. Je voulais savoir, afin que tout le monde se prépare, si tu avais un autre Ulule en place, puisqu'il paraît que toi et les Ulule et la vie en général, il y a un petit souci, c'est qu'à chaque fois que tu fais un Ulule, il se passe quelque chose en France. Ah oui, c'est vrai. Oui, à chaque fois je le lance. Bon, ça fait que le deuxième, hein. Mais comme par hasard, à chaque fois que je lance un Ulule, il y a un confinement qui arrive, donc c'est génial. En plus, c'est super pratique, évidemment. Donc ouais. Donc rassurez-vous, le prochain n'est pas prévu avant longtemps, parce que ce sera pour le tome 2 de Masques et Monstres, qui est à peine en cours d'écriture. Il y a le temps. Bon, j'aurais bien pu me passer des 2 continents, j'avoue. Oui, je pense que oui, on aurait tous pu bien s'en passer, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, moi ça m'avait beaucoup fait, ça m'avait fait rire un petit peu quand tu nous avais raconté cette anecdote, en nous disant, bon, j'ai fait un Ulule et j'en ai relancé un, et paf, on est reconfiné, et le premier, je l'ai lancé, juste après, on était confiné. C'était, ouais, ça m'avait fait sourire, et je t'avais dit, plus jamais tu fais de Ulule. On se débrouillera autrement la prochaine fois s'il faut faire un truc, voilà, mais plus de Ulule, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Et donc du coup, ouais, tu disais que tu étais sur l'écriture du tome 2 de Masques et Monstres. J'ai vu passer sur Insta que tu faisais le nano. Oui. Ouais. Alors, tu vas expliquer vite fait ce que c'est le NaNoWriMo, peut-être pour les personnes, les profanes. Ok. Alors, le nano, du coup, c'est tous les ans, au mois de novembre, vous avez un mois pour écrire 50 000 mots. Donc 50 000 mots, c'est l'équivalent d'un petit roman, c'est je crois environ 250 pages en général. C'est un petit roman où c'est le début d'un gros roman. Et c'est assez intense. Et du coup, jusqu'à présent, j'avais fait quelques camps nano. Les camps nano, c'est beaucoup plus souple, c'est en avril et en juillet de mémoire. Et là, en fait, c'est pareil, vous avez un mois pour écrire un gros niveau, mais c'est beaucoup plus libre. Donc moi, je faisais des camps nano de 35 000 mots, à la rigueur, 40 000 mots grand maximum, parce que voilà, c'est ça limite un peu. Cette année, je me suis dit, bon allez, j'ai du mal à débuter le tome 2, on va s'y mettre et on va faire un truc en 50 000 mots, et c'est dur. Ouais, enfin... Tu t'imposes des contraintes quand même. Je me rappelle que, pareil, sur Insta, j'ai vu passer une story la semaine dernière ou le week-end dernier où t'as fait une nocturne, une nuit blanche d'écriture avec des copains à toi. Oui, c'est vrai. C'était pas forcément notre meilleure idée, mais bon, c'était cool. C'était super cool. Bon, après, on était vraiment vaseux la journée d'après, mais en plus, dans notre groupe, il y en a un qui est médecin, enfin qui est interne. Ouais. Donc le pauvre, il venait d'enchaîner avec une garde et tout, et la nuit blanche d'écriture, je crois, ça l'a achevé.
D'accord. Mais on a tenu jusqu'à 7h du matin, alors qu'on s'attendait à être mort à partir de 4h, quoi. Ouais. Et puis franchement, c'est super cool, on a bien avancé. Mais oui, t'avais l'air d'être assez contente du rendu, et pourtant, bon, vous avez été obligé de prendre des pauses. Enfin, c'est normal quand t'écris comme ça dans des conditions nocturnes, si t'as pas, voilà, à un moment il faut prendre des pauses, mais t'avais l'air contente du résultat et de ton avancée sur ce deuxième tome. Oui, c'était chouette, ouais. Bah, il y a des hauts et des bas, hein. De toute façon, le nano, c'est un peu compliqué. En général, c'est un jour sur 3, t'es content de ce que tu fais, les 2 autres jours, c'est galère, c'est super laborieux. Donc, bah, voilà. D'accord. Mais du coup, t'es autrice à temps plein ou Pas du tout. Non. Non, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Et en parallèle, à la base, je suis peintre. J'ai une formation en peintre décor. Mhm. Et bon, là, avec le confinement, le décor, la peinture, c'est un peu mort. Du coup, je fais surtout des commandes pour des particuliers. Donc, en général, je travaille, par exemple, pour 3-4 heures par jour sur mes commandes de dessin. Et puis après, je complète avec l'écriture, l'organisation, tout ça, la communication sur Insta. Voilà. Ah ouais, la communication sur Insta prend du temps. Je ne sais pas. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, non, je comprends pas. Et les maquettes, pour les imprimeurs, ça prend du temps. Oui, bah ça, voilà. Oui, surtout quand ils te font faire reprendre les dorures, les machins, les bidules, j'imagine bien qu'à un moment donné, forcément, ça prend du temps. Alors attends, hop, je vais linker Masques et Monstres aussi, puisque Masques et Monstres, je ne l'ai pas linké. Mila qui dit oui, plus trop de temps. Bah oui, c'est ça. Oui. Tu parlais tout à l'heure d'un de tes bouquins où deux sœurs trouvent un bébé tarasque. Donc depuis que tu as écrit ce bouquin, tu as des problèmes familiaux, paraît-il. Ah. Oui, tout ce que tu as pu dire va être réutilisé contre toi ce soir. Hein. Oui, voilà, je suis désolé. C'est parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une histoire sur 2 sœurs, parce que j'ai une sœur, voilà, une petite sœur. Et même sans m'inspirer spécialement de nous deux, je trouvais ça trop drôle, la dynamique avec les sœurs et tout. Bah, si vous connaissez la série qui s'appelle Les Sœurs Grimm, qui est une série de merveilleux, enfin fantastique merveilleux, qui est géniale. Quand je disais quand j'étais petite, c'était vraiment trop drôle, trop dynamique et tout, et j'avais trop envie d'écrire une histoire avec 2 sœurs. Ouais. Du coup, bon, je pense mon histoire et tout, et pour choisir mes prénoms, bon, je suis très compliquée en prénoms, et j'ai choisi Cornelia et Blanche, parce que j'adore ces prénoms, ça sonne super bien. Ils ont un côté un petit peu ancien, désuet, que j'aime bien. Et là, ma sœur a vu le résumé, et elle a dit « Ah, c'est pas possible, tu t'es inspiré de nous, je pourrais jamais le lire, c'est horrible, tu nous as mis dans ton livre. » Bon. T'inquiète pas, mais c'est parce qu'en fait, nous, on s'appelle Carmen et Blandine. Ouais. Et du coup, Cornelia et Blanche, bon, ça ressemble vaguement, et en plus, quand on était bébé, mes parents ont failli l'appeler Blanche. Du coup, elle, ça fait tilt direct, 2 sœurs, Cornelia Blanche, était obligée, c'est nous. Bon. Du coup, j'ai dit non, t'inquiète pas, c'est très, 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 très vaguement inspiré, mais encore, bon voilà, en gros, les sœurs n'ont pas grand-chose à voir avec nous, dans certaines situations avec leur chat, et etc. Mais bon, oui, ça m'avait eu quelques soucis. C'est Masques et Monstres ? Oui, c'est ça. D'accord. Bah écoute, comme il devrait pas tarder à arriver à la maison, je te dirai ce que j'en pense quand j'aurai fini de le lire. Bon là j'ai d'abord le bouquin de Drake qu'il faut que je termine. Et c'est vrai qu'à force de faire des salons, à force de discuter avec des auteurs, même moi à la maison je commence à avoir ma pile à lire qui commence à augmenter. C'est le mal en fait. C'est le mal de rencontrer des auteurs parce que puis moi après je suis très très sensible aux couvertures. Et c'est ça, quand je vois les tiennes, j'ai tendance à craquer sur la couverture. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai une femme qui lit beaucoup. Donc du coup, elle est très contente de découvrir plein de nouveaux trucs. Oui, tu m'avais dit qu'elle te servait d'excuse pour commander plein de bouquins. En fait, en général, c'est pour elle que je les commande. Alors maintenant, je me les fais dédicacer à moi parce que j'en ai marre de lui faire dédicacer à elle. Donc j'assume. J'assume que je les achète pour moi. Mais elle lit et c'est vrai que c'est un peu pratique. En fait, j'ai envie de dire que limite on fonctionne en binôme. C'est-à-dire qu'elle lit les bouquins et
Et derrière, elle me dit ce qu'elle en pense, et moi ça me permet des fois d'affiner mes réflexions, mes chroniques, mes choses comme ça. Bon, toi, on n'a pas pu le faire parce qu'elle l'a pas lu avant, mais c'est vrai que ça arrive régulièrement des fois qu'elle me dise ah ouais, ça machin, ça machin, ça machin. Donc du coup, ça me donne des fois un petit peu de matière pour mes interviews, pour maltraiter des auteurs, de manière encore plus poussée. Alors attends, parce que du coup on a montré tes premières images, mais tu m'en avais envoyé d'autres. Alors j'ai pas pu passer là. Hop là, voilà. Donc là par exemple c'est moi j'ai bien aimé ça, c'est l'échelle. T'as pris un homme, t'as mis une échelle et t'as mis tes créatures à côté pour montrer un peu aux gens à quoi ça correspond. Donc après c'est qu'avec ton petit décalage, toi tu vois toujours pas que... Si, c'est bon, je l'ai. Si, ça y est, oui. En fait, ça c'est à la fin de... Parce que dans Masques et Monstres, je vais vous montrer parce que je l'ai juste là. Dans Masques et Monstres, en fait, j'ai... voilà, ça rend vraiment moche la caméra, je suis désolée. J'ai à la fin, j'ai un bestiaire de 40 pages, donc avec des fiches comme ça, on a la créature d'un côté et le descriptif de l'autre côté. Et puis à la fin, je me dis, bon, on a dû poser des questions par rapport aux échelles, est-ce que machin est plus grand que bidule? Bon, dans l'histoire, c'est mentionné, mais c'est vrai que c'est pas évident de s'en rappeler. Du coup, à la fin, j'ai 3 pages d'échelle, effectivement, avec toutes les créatures, quasiment, qui sont et qui sont mises à l'échelle avec des très très petites au début, voilà. Qui sont mises à l'échelle avec un homme pour voir un peu le rapport d'échelle. Et ça, c'est dans la version de luxe? Non, c'est même dans la version brochet. Même dans la version normale, d'accord, ok. Ouais. En fait, de luxe, la différence, c'est qu'il y a à l'intérieur des illustrations en couleur en plus, qui ne sont pas dans celle-ci. D'accord. Et puis aussi, le papier est plus beau, le bestiaire est sur papier brillant. Et la carte est en... Et j'ai vu que dans le Ulule, tu avais rajouté des trucs vraiment, vraiment cool au niveau graphique. Il y avait des dessins supplémentaires, il y avait des... un truc qui était fait en 12 exemplaires, je sais plus, si c'était un dessin un peu particulier fait par une autre artiste. Oui, attends, en 12 exemplaires... Je sais plus ce que c'était. Alors, parce que qu'est-ce que j'avais? J'avais des illustrations reproduites, imprimées, j'avais 3 illustrations bonus, dont 2 sur papier doré, que je viens de commenter. D'ailleurs, je les ai là... Vas-y, montre-nous tout ça. En fait, je suis pas sûre de les avoir. Ah. Enfin, j'ai forcément chez moi, mais je suis pas sûre de les avoir là tout de suite. Attends, je suis en train de regarder. En tout cas, j'avais 3 illustrations bonus qui ont été validées, débloquées du coup sur Ulule. J'avais des dédicaces dessinées que je faisais moi sur la première page du bouquin en plus de la dédicace normale. J'avais... j'avais 15 dessins qui étaient disponibles pour ceux qui voulaient, qui étaient des créatures. En gros, je dessine la créature de votre choix sur dans ton bestiaire. Voilà. Non, même pas, ça peut être vraiment n'importe quoi. J'ai une personne qui m'a demandé un dragon de la mythologie nordique. Enfin voilà, c'est vraiment tout. Ah ouais. Et voilà. Et sur un stage, j'avais vu passer, je t'ai demandé de les préparer. Je me suis dit, tiens, ça serait cool. Il y avait des petits goodies que tu avais. Oui, justement, je vais aller les chercher. Je crois que je les ai oubliés dans le salon. Donc je vais. Je reviens dans 2 secondes, je vais juste les chercher, c'est pas loin. Ouais, vas-y. Vas-y. Moi j'aime les... Oui, vous êtes le mal, oui, les auteurs sont le mal. Après tout, les auteurs sont le mal. Pourquoi vous ne seriez pas le mal, Drake? Non, mais c'est vrai que... Moi je suis pas un gros lecteur, mais maintenant je suis amené à croiser énormément d'auteurs et en échangeant avec vous, avec eux, avec tout le monde, c'est vraiment... On se prend au jeu et chacun, vous êtes passionné. Moi, je l'ai vu, je le vois avec toutes les personnes que je croise. Toi, le premier. Voilà, vous êtes vraiment passionné par vos univers et vous avez vraiment envie de les partager et c'est vraiment, vraiment hallucinant. Il faut céder à l'appel du livre. Je pense que ma femme t'a totalement validé, cette remarque, Marine. Imaginons qu'il faut céder à l'appel du livre. Voilà, c'est vraiment très important. Et d'où ce type d'émission, voilà, pour essayer de présenter de nouveaux auteurs, des auteurs qui viennent partager leur passion, leurs univers. Et donc voilà, Ronce qui revient avec les goodies que je voulais qu'elle montre. Alors du coup, j'ai pas encore reçu la 3e carte.
Mais déjà, il y a... Attends, je vais demander sur l'histoire pour voir si ça peut... Déjà, il y a celle-ci, voilà, qui est en gros imprimée sur un papier doré qui scintille un peu. Celle-là, je la trouvais magnifique. Quand tu l'as linkée sur Instagram, je la trouvais vraiment magnifique. Et pourtant, tu disais qu'elle la rendait pas vraiment bien. Mais... Bah, mais bon, voilà, ça brille en fait. Et ouais, j'en suis contente. Elle représente un masque, un masque de créature qui apparaît dans l'histoire, et parce qu'il y a toute une histoire avec les masques qui ont des pouvoirs insoupçonnés. Et du coup, elle apparaît. Voilà. Et en gros, ça, c'est une Tsidimi. Tsidimi, très pratique à prononcer. C'est une créature aztèque. Donc, normalement, c'est une démon. Enfin, c'est un démon céleste. Un démon des étoiles. Et après, il y a une illustration un peu plus grande. Et voilà. Ouais. Alors, vous voyez vraiment pas bien. Mais en gros, c'est une illustration avec une porte et autour toutes les créatures. Enfin, pas toutes les créatures, il y en a trop, mais beaucoup de créatures de l'histoire sont représentées un peu avec plein de couleurs et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré la faire. Du coup, là... Voilà. Non, ça rend pas mal, t'inquiète, ça rend pas mal. Mais on voit que tu t'éclates à faire tes illustrations, tes dessins de créatures, c'est hallucinant, tu vois. Mais c'est Lélis qui dit vraiment que du talent. Bah, merci. Ouais. Surtout du travail, parce que bon, après un cursus comme celui-ci, j'ai pas beaucoup de mérite, quoi. C'est travailler, on va dire. Il y a Fifi qui demande si la mythologie c'est une passion aussi pour toi. À la base, pas spécialement, mais ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, au fur et à mesure, en écrivant, je trouvais ça super sympa de m'inspirer de. En fait, non. Jusqu'à maintenant, pour Déchirer de Métal, par exemple, je m'inspirais vaguement d'une créature ou deux dont j'avais entendu parler, que je trouvais sympa. Et c'est vraiment l'année dernière pour Masques et Monstres où j'ai voulu sur plein de créatures du monde entier. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et à me dire, mais en fait, il y a énormément de matière. C'est dommage Je trouve ça vachement dommage, en fait, qu'on se réduise juste aux dragons, aux phénix, aux elfes, etc. Alors qu'il y a tellement de créatures géniales dans les folklores du monde entier. Enfin, j'ai une copine sur Scribner, et pareil, elle cherche des créatures comme ça pour son roman. Et elle est tombée sur des mythes inuits qui sont géniaux. Enfin, qui sont vraiment trop bien. Et je trouve ça dommage qu'on s'en inspire pas plus, quoi. Et qu'ils tombent dans l'oubli. Ouais, oui, bah après il faut, comme tu dis, il faut faire des recherches et se pencher là-dessus. Tout à l'heure tu me demandais combien d'interviews j'avais fait et je t'avais dit justement que j'avais fait Anaïs Eustache juste il y a quelques semaines, qui est une mangaka et dans ses bouquins c'est pareil. Alors c'est du futuriste en fait et la Terre est polluée et les animaux sont transformés et les animaux qu'elle a choisis, elle a essayé de choisir des animaux justement pas communs. En voie de disparition ou vraiment pas commun parce que comme tu dis c'est se servir toujours des mêmes choses au final ça prive un peu de diversité. C'est vrai que comme tu fais aller chercher des sources d'inspiration c'est de trouver des mythes ou des choses comme ça qui sortent des sentiers battus, c'est reparticiper un petit peu au développement développement culturel, au développement de certaines cultures qui peuvent être un peu oubliées. C'est cool. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pour ça que je le fais. Puis surtout, dans Masques et Monstres, ça se prêtait bien à l'histoire, puisque j'aborde dedans le thème de la disparition des espèces, et parce que le monde parallèle qui apparaît dans l'histoire est lui aussi menacé, notamment par le réchauffement climatique, même si on n'en parle pas forcément pendant 30 pages, mais c'est quand même un thème super important pour l'histoire. Et du coup, tout le thème des créatures, des folklores mondiaux qui sont peu à peu oubliés, ça rejoint les créatures de l'histoire qui disparaissent aussi. Voilà. Pendant que tu es en train de parler, il y a tes deux oiseaux qui apparaissent, les deux oiseaux que j'ai utilisés pour faire le visuel d'Instagram, et je les trouve vraiment magnifiques. Les couleurs violettes, bleues, vertes, excuse-moi. Moi aussi, c'est moi qui suis fatigué en fait. Je les trouvais vraiment super mignons. Enfin voilà, le choix de couleurs, la pose, ils sont adorables ces petits oiseaux. Ah, merci. J'ai un peu galéré, j'avais un peu peur quand je me suis dit, oula, je vais mettre 30 000 couleurs, mais c'est ce qu'on nous a toujours déconseillé de faire à l'école de peinture. Du coup, j'étais là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas faire trop? Ben non, au final, ça a été. C'est bien passé.
Ah ouais, non, il passe vraiment très bien. C'est vraiment, ils sont vraiment agréables à regarder. Enfin, moi, bon, ça m'a fait changer mon code couleur sur mon Instagram, mais c'est pas grave. Non, franchement, non, je préférais ça plutôt que pas les utiliser parce que c'était toi en fait. C'était vraiment, voilà, c'était quelque chose que tu avais fait. Je te présentais toi et je trouvais intéressant de mettre ça en valeur. Euh, c'est vrai qu'avoir une autrice qui en même temps est illustratrice, je le répète depuis tout à l'heure, mais bah, t'as la chance de pouvoir faire ce que tu veux avec tes bouquins au final. Alors, Ouais. voilà, moi je t'ai toujours dit, hein, pour moi un petit bonhomme c'est un trait vertical avec quatre traits qui se baladent et un rond. Là c'est que tu peux gérer ton bouquin de A à Z, de la couverture, les cartes, le bestiaire que t'as fait. Euh, c'est un luxe. Mm. C'est un luxe. Clairement, oui, oui. Voilà. Tu peux, voilà, tu peux. Quand je vois plein d'auteurs qui galèrent, puis surtout que ça coûte super cher, enfin c'est normal, mais une couverture, c'est vraiment ça coûte très, très cher. Du coup, je suis très contente de pouvoir, d'avoir la formation qu'il faut pour pouvoir illustrer, faire mes couvertures, ça me coûte pas un sou, juste beaucoup de temps. Et voilà, c'est vrai que c'est une chance. Il y a Sandra de l'Instant Lecteur qui demande du coup pourquoi ne pas avoir fait une bande dessinée. Alors, je déteste la BD. Enfin, je déteste pas lire des BD, mais en fait, à l'école que j'ai faite, il y a plusieurs cursus. Moi, j'étais en peinture déco. Ouais. Il y avait aussi illustration. Et il y avait, entre autres, la BD. Et c'est vraiment très, très, très différent. C'est une formation à part entière parce qu'il faut gérer le cadrage, la manière d'amener les dialogues, la manière d'amener les scènes. Et les BDastes, c'est de très, 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 très bons dessinateurs. Ils sont capables de dessiner tout sous n'importe quel angle. Et moi, je suis mauvaise en dessin. Alors vous allez dire, t'es mauvaise en dessin, mais vu tes élus, gna gna gna. Oui, bah oui, c'est sûr, comparé à quelqu'un qui n'a pas fait d'études d'art, je suis mauvais. Enfin, je suis excellente en dessin, mais comparé à un BDaste, je suis nulle en dessin. Je suis incapable de dessiner un personnage humain. Je suis incapable de dessiner une main. Alors, pour faire de la BD, c'est un peu mal barré. En fait, j'aime juste faire des peintures uniques, sans histoire derrière, sans forcément développer une histoire derrière, et puis faire des créatures, des animaux, tout ça, mais je n'ai pas du tout les compétences nécessaires pour faire de la BD. C'est super compliqué la BD. Ouais, c'est vrai que oui, ça se voit qu'effectivement que t'as des angles un peu différents. Ouais, c'est pas pareil. Là, t'es sur des illustrations vraiment posées. Tu me poses ta créature. Après, t'as quand même pas mal de perspectives. C'est quand même sympa. Ouais, Sandra qui nous dit que Walt Disney aussi, il a mis des gants à tout le monde. Oui, c'est vrai, bah à sa place, j'aurais fait pareil. Il avait mis 4 doigts à tout le monde, donc comme ça, au moins. Ça, et comme disent beaucoup de monde, Donald, il lui a, si vous voyez, Donald, en fait, il a toujours son haut, sa chemise, donc il se bat toujours avec sa chemise. Par contre, quand il sort de sa douche, il a toujours sa serviette autour de sa taille. Alors que le reste du temps, il se balade jamais sans rien. Voilà. Donc, J'avais jamais pensé. voilà. Bah non, je sais plus dans quelle émission j'avais vu ça. Ça m'avait beaucoup fait rire aussi, effectivement. Ouais. Moi, donc, Fifi qui nous dit que c'est pas mal de faire un bestiaire, et c'est vrai qu'effectivement, ton bestiaire est illustré, comme tu l'as dit, de A à Z, donc t'as 40 pages de bestiaire, c'est quand même. Ça en fait quand même des bestioles. Oui, bah après, sur les 40 pages, en vrai, il y a qu'une vingtaine de créatures, puisque bah, à chaque fois, sur la page, il y a le descriptif et la créature. Ouais. Donc, du coup, 20 créatures environ. Mais ouais, j'ai fait le bestiaire entièrement illustré, ça a demandé du temps. Mais bon, comme c'est des dessins que j'ai fait un peu au fil de l'eau pendant l'écriture du tome 1, au final, je les avais quasiment tous à la fin. À la base, c'était pas prévu de faire un bestiaire, je dessinais juste les créatures parce que j'en avais envie. Et après, je me suis dit, mais j'ai fait 30 000 dessins, il serait temps de les utiliser. Du coup, je me suis dit, bon, on va les mettre à la fin, on va faire un bestiaire, ça va être sympa. C'est pour ça. D'accord. Sandra toujours qui nous dit, moi je verrais bien un roman illustré avec pas mal de dessins quitte à les mettre dans les dialogues. Voilà. Peut-être des idées pour la suite, hein, on sait jamais. Il t'a fallu combien de temps pour écrire le tome 1 de Masques et Monstres? En gros, grosso modo, tu passes combien de temps pour écrire un roman? Alors, Masques et Monstres, c'est très particulier parce qu'en fait, je l'ai commencé il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai écrit 100 pages en 1 an, sauf que j'étais partie sans plan et ça partait vraiment en n'importe quoi. Du coup, bon, je suis arrivée au bout de mes 600 pages, j'avais pas encore fini l'histoire, je me suis dit non, je sais plus où je vais, ça part n'importe comment, ça va pas du tout, j'ai tout. Et enfin, tout sauf les 2 premiers chapitres, je crois, et je suis repartie du début et j'ai écrit une histoire vraiment complètement différente en gardant les mêmes personnages. D'accord. Et donc,
du coup, en fait, j'aurais mal à dire, mais la vraie version, là, la deuxième version, du coup, de Masque des monstres, j'ai dû commencer à l'écrire en février dernier. Non, en février. Si, j'ai dû m'y mettre sérieusement en février dernier. D'accord. Et je l'ai fait en juin, en juin, ouais, je crois. Voilà. J'ai eu une question sur Insta. Quel est ton premier souvenir d'écriture et quand t'es-tu mise à l'écriture pour la première fois? Honnêtement, une mémoire pourrie. Donc pour le premier souvenir d'écriture, ça va être compliqué. Mais en fait, la plus vieille image que j'ai, c'est moi, je devais avoir 8 ou 9 ans, même peut-être moins, peut-être 7 ans. Et j'ai écrit un conte dans un petit carnet. Ouais. Et en fait, c'est un carnet que je remplissais avec des contes, mais en fait, quand j'étais toute petite, mes parents ils nous encourageaient beaucoup avec ma sœur et avec ma sœur à écrire et à dessiner. Mm-hmm. Du coup, on commençait toute petite en fait. Et après, j'ai continué. Voilà. Et comment t'en es arrivé à te dire j'ai envie de... C'est via Scribd en fait que t'as décidé de te lancer dans l'édition? Ou ça, déjà quand t'étais sur Scribd, t'avais comme projet tes idées? Non, c'était pas du tout mon projet. En fait, c'était pas du tout un projet parce que j'avais jamais fini de roman. J'avais écrit beaucoup de nouvelles. Ouais. Il y a ces nouvelles qui sont dans De Chair et de Métal. Du coup, le recueil, je l'ai utilisé pour l'occasion. Mais à la base, j'avais jamais fini un roman. J'en avais commencé beaucoup. Mais soit ça me plaisait plus, j'avais pas le temps de le finir, soit voilà. Et puis, en fait, j'ai écrit Par le fer et le feu sur Scribd. Ouais. Et je pense que si je m'étais dit que ça allait être un roman, j'aurais pas réussi à finir. Parce que je me serais découragée. Et en fait, à la base, ça devait être une nouvelle de, je sais pas, je visais 80 pages, quoi, ouais. maximum. Ouais. Et je me suis retrouvée avec 150 pages. Du coup, voilà. Les gens se moquaient un petit peu de moi sur Scribd en disant, bon, et sinon, ta nouvelle, elle se finit quand? Et j'en étais à bon, c'est bon. Voilà, et du coup, j'ai fini ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est un roman que j'ai écrit, ça m'a un peu choquée. Et puis, j'ai eu envie de... Enfin, comme j'ai eu beaucoup de retours positifs sur Scribd, enfin que des retours positifs en fait, et qui m'ont beaucoup aidé à le retoucher, le modifier, etc., je me suis dit, allez, on va tenter l'édition. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. D'accord. Après, c'est bien d'avoir des retours positifs comme ça qui te donnent envie de te lancer, qui t'encouragent en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de se lancer et le fait comme ça, effectivement, d'avoir été poussé par des gens qui avaient apprécié ton travail, c'est cool. En plus, avec une couverture qui avait été appréciée aussi par tout le monde, alors que tu ne pensais pas que ça allait se lancer comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est sûr, parce que c'est très solitaire d'écrire, je trouve, et le fait de poster sur Scribd des épisodes réguliers. Moi, c'était un épisode tous les 2 jours, je crois, par le fer et le feu. Ouais. Et ça me permettait de rythme parce que du coup je savais qu'il y avait au début il y avait peut-être 4-5 personnes qui me disaient. Je me disais bon allez, je leur ai dit une fois tous les 2 jours, alors c'est pas tous les 2 jours. Du coup j'écrivais un épisode comme ça à chaque fois. Et c'est ça qui m'a permis d'aller au bout. Je pense que si j'avais pas eu de retour, je me serais découragée au bout d'un moment. Ouais. Un épisode ça correspond à quoi pour toi? C'était quelques paragraphes, c'est un chapitre ou En fait c'est parce que sur Scribd quand tu postes un chapitre c'est mesuré en temps de lecture moyen. Ouais. Moyen des gens. Du coup, moi, c'était des épisodes, j'essaye de pas dépasser 6 minutes, et encore, 6 minutes, c'est beaucoup. En général, je fais entre 3 et 5 minutes pour mes épisodes. Ouais. Du coup, je découpe mon comme ça, un peu en essayant de couper aux endroits qui me paraissent pleins de suspense. Et une fois que j'ai fini de poster sur Scribd, que l'histoire est finie, qu'elle a été relue, etc., c'est là que je découpe en chapitre, en vrai chapitre. D'accord, tu réagences ensuite en fonction de ce que t'as écrit, d'accord. Ouais, c'est pas... Ouais, tu fais dans le sens inverse, tu fais pas ton chapitre et tu dis pas, bon, ouais, je fais ça, c'est après que tu... Ok, d'accord. Parce que je connais pas du tout le fonctionnement de Scribd, hein. Je suis pas du tout allé sur Scribd, je connais pas du tout. Oui, chacun a son petit fonctionnement perso sur Scribd, moi je fais bien. Oui, moi j'ai des esclaves directement pour relire. Je devrais y penser. J'ai alors une autre question, c'est si tu pouvais avoir l'attention du monde pendant 1 minute, qu'est-ce que tu aimerais dire? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Ah, moi, celle-ci, elle est pas de moi, je suis désolé.
Bah, je sais. L'attention du monde pendant 1 minute, t'as dit? Ouais. Je pense que je resterai comme ça devant le micro avec la bouche ouverte comme un poisson à l'agonie parce que je serais juste totalement prise de court. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs à dire et puis en tout cas ce serait clairement pas un truc sur moi. Ouais. Ce serait plutôt un truc sur la situation du monde en ce moment. Et Ouais. notamment le système. Mais bon, après je saurais pas te dire précisément. C'est trop compliqué. Ouais. Il y a un truc que tu as oublié de me dire en off tout à l'heure. Ah. Eh oui. Puisque je t'avais posé une question hier. Ah bon? Quoi comme Ouais, question? Vas-y. ouais. Non, je t'avais demandé si tu voulais lire un extrait d'un de tes bouquins ou pas. Ah oui. Bah au final, honnêtement, je vais pas le faire parce que je Non, sens que ça va se transformer en bouille. mais il n'y a, de y a pas de souci. C'était, comme je dis, c'est pas une obligation parce que moi, le premier, je suis pas spécialement à l'aise avec la lecture, même si, à force de lire les Barbapapa et les Monsieur Madame, je commence un petit peu à progresser. Donc j'oblige pas. C'est juste que, voilà, je propose aux gens s'ils veulent lire un petit extrait, voilà, mais c'est pas une obligation. Déjà, franchement, je trouve qu'on en découvre beaucoup sur toi via tous les dessins qui tournent depuis tout à l'heure. Ouais, c'est possible. Parce que c'est. Voilà, t'as deux facettes, t'as les mots, t'as l'expression via le dessin. Là, on a le petit chat, moi, que je trouve. Enfin, c'est pas un petit chat, hein, mais voilà, que je trouve vraiment, vraiment tout mignon, même si t'as l'impression que c'est un chat qui est en train de feuler. Tes animaux ont tous une expression, même, tu vois, là, c'est le. Là, celui qui est en train de passer devant moi, c'est le dragon squelette. Enfin, je sais pas si c'est un dragon. Avec les grands cerfs, enfin voilà, mais C'est le même démon. voilà, mais même lui, je trouve qu'il a une expression, la créature asiatique. On n'en voit qu'un bout, mais c'est pareil dans l'œil. Enfin, je sais pas comment le sentent les gens. Dans son œil, tu sens une émotion. Ah bah ça me fait très plaisir. Voilà, après c'est moi qui le ressens comme ça. Hein. Voilà, je suis un peu fleur bleue. Hop. Du coup, je fais ça. Donc, on a 3 bouquins aux univers très différents. On a donc De par le fer et le feu, qui est une romance dans un univers de fantasy. On peut dire ça comme ça. Ouais, en fait j'ai toujours du mal. Quand j'ai fini d'écrire sur Scribd, j'ai demandé à mes lecteurs, et je leur ai dit mais comment je peux qualifier ça parce que j'arrive pas à l'appeler une romance en fait. Ouais. Et il y a un terme qui existe, qui est utilisé par quelques auteurs maintenant, c'est anti-romance. Alors je sais pas trop que ça correspond, mais bon, peut-être que ça correspond à mon lien, j'en sais rien. Mais en gros, je le qualifie de romance psychologique. Parce que c'est vraiment une histoire basée sur la psychologie profonde des personnages. Enfin voilà, mais oui, dans un univers de dark fantasy. Alors, de l'anti-romance. Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous dit Wikipédia? Ah non, c'est en anglais en plus. Ah non, je vais pas. Excusez-moi. Non, Wikipédia nous dit rien du tout. Après, il y a un livre qui s'appelle Anti-romance. Bon, bah écoute, on verra. Ensuite, on a donc de chair et de métal. Donc là, c'est plutôt un univers futuriste où tu dépeins dans un univers futuriste qui pourrait être l'évolution des animaux par rapport aux humains et d'autres types de serviteurs, un petit peu plus humanoïdes. Humanoïde, pas forcément. Mécanique. Ouais, voilà, plutôt mécanique, ouais. Enfin, il y a des humains dans l'histoire, mais les sujets, c'est vraiment les animaux. Donc, il n'y a pas de créatures. Là, pas d'androïdes, par exemple. Là, c'est pareil, j'ai pas montré tes sources d'inspiration là-dessus, mais tu m'en avais donné 2. Donc, on va les montrer. Donc, il y a, hop, ce petit chat mécanique. C'est un petit chat, oui, c'est un chat, puma. Ouais, pour moi, c'est un chat. Mais des fois, je suis pas très doué pour. Oui, enfin, une panthère. En fait, j'avais envie d'écrire sur une panthère mécanique dans un cirque. D'accord. J'ai cherché des images pour voir un peu à quoi elle pourrait ressembler, etc. Et puis, j'ai pas mal inspiré de celle-ci. Ouais. Et voilà, parce que j'aime bien, surtout dans cette nouvelle, mais dans une autre aussi,
j'ai joué sur la réputation des robots en SF qui n'est pas forcément très sympa. Ouais. On a souvent le robot qui se rebelle contre son maître, qui est trop intelligent pour l'être humain, etc. Et là, c'était pas du tout. En fait, je voulais faire l'inverse, je voulais faire un robot qui soit qui a un côté un peu effrayant. Et encore, ça se ressent pas forcément beaucoup dans l'histoire, mais en tout cas, qui est très très mécanique. Mais qui est complètement, qui a un esprit touchant, quoi. Qui aime servir l'humain, qui aime les humains, qui veut vraiment que faire plaisir. Et dans cette nouvelle-là qui se passe dans l'univers du cirque, du coup, on a l'opposition entre la panthère mécanique, qui est détestée par le dompteur, parce que lui, évidemment, il veut des vrais animaux, il veut pas des animaux mécaniques qu'on lui impose pour évaluer. Et puis, avec aussi les autres animaux, et donc du coup, le tigre blanc, qui est la star du cirque, et qui est un animal plus charnel. Et bon, je vais pas spoiler la fin, mais en gros, il y a une opposition aussi entre les deux, où on pense que le robot est le plus mauvais des deux, et en fait, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, j'aime bien travailler sur l'ambivalence des animaux, des robots, etc. Voilà. Non, mais ouais, mais c'est... Tu m'avais parlé aussi de Wall-E, je crois, qui t'avait un peu inspiré. Oui, en fait, je m'en suis pas... Je pense que c'était inconscient. Après, je me suis dit, oui, je me suis fortement inspirée sans m'en rendre compte, parce que c'est un peu le côté du robot qui est là pour servir l'humanité. L'humanité s'est barrée, elle a une gigantesque poubelle, et du coup, lui, il doit nettoyer des déchets, jour après jour. Mais tout est gris, il est tout seul, il fait son petit boulot, son petit bonhomme de chemin. Et c'est un peu l'idée que j'avais avec mes robots, c'est qu'ils sont, ou mes animaux de manière générale, c'est que la plupart, ils sont assujettis à l'humain. Ils sont pas forcément aigris, ils veulent souvent faire de leur mieux, et ils sont un peu touchants. Et je leur ai donné des sentiments et des émotions comme Wall-E dans le dessin animé, en fait. C'est pas du tout robot, froid et mécanique. Oui, voilà, oui, comme on peut le voir dans certains, comme tu dis, dans certains films, dans certains bouquins, où c'est le robot qui a pas d'émotion, genre Terminator au début, qui a pas d'émotion, machin. Et voilà. Et hop, l'autre image que tu m'avais donnée, qui moi je trouve un peu moins sympa, c'est celle avec les vaches. Oui. Ouais. Oui. Un peu moins glamour, mais un sujet qui t'importe. Oui, et puis qui importe pas mal de monde, j'ai l'impression, parce qu'il y a qui parle d'un élevage hors sol, comme en fait, j'aime bien, non, j'aime pas ça, mais j'aime bien travailler sur cette idée d'élevage hors sol, parce que c'est ce que j'appelle une dystopie animale. Donc c'est une dystopie, nous on en imagine pour les humains, qui est terrible, où il y a le poids de l'État qui pèse sur l'individu, où on n'est pas libre, où on est exploité tout le temps, on n'a aucune liberté. Sauf que ces dystopies que nous on invente dans les livres, elles existent déjà. Et moi j'ai juste réutilisé ça et aggravé ça pour leur donner vraiment un côté horrible, quoi. Enfin, même si c'est déjà horrible dans beaucoup d'élevages, mais j'ai juste aggravé ça. Et le sujet de la dystopie, je l'ai amené du coup au travers des animaux. Et j'avais envie de parler des vaches laitières notamment, mais en aggravant vraiment ce qui se passe aujourd'hui et en le faisant passer dans des dizaines d'années. Voilà. Après, j'en dis pas plus, surprise. Non, faut pas tout dévoiler, sinon les gens vont pas aller voir tes bouquins. L'intérêt, c'est quand même que les gens, c'est de donner envie aux gens d'aller découvrir un petit peu ce que tu fais. Et donc, du coup, le troisième bouquin, c'est Masques et Monstres, où là, pareil, on revient encore avec des animaux. On part plus sur de l'imaginaire. Par contre, on revient sur de l'imaginaire, un peu de fantasy. Oui. Ouais. Oui. En fait, justement, je disais que le recueil et Masques et Monstres étaient liés parce que Masques et Monstres est partie du recueil, parce que la première histoire du recueil de SF, du coup, c'est plus de la science fantasy. Donc il y a des éléments fantastiques, il y a des créatures légendaires qui combattent des arènes, etc. Et j'avais envie de repartir un peu sur cette idée-là dans Masques et Monstres et d'enrichir ça, de rajouter des trucs, de partir sur notre histoire, mais en gardant l'idée de la SF, des animaux légendaires qui disparaissent, qui sont exploités, etc. Et du coup, les deux sont liés. Et c'est aussi pour ça qu'il y a deux personnages qui reviennent un peu dans Masques et Monstres. Ouais. Mais sinon, oui, donc Masques et Monstres, c'est vraiment plus du fantastique qui se transforme en urban fantasy, parce que mes héroïnes vont tomber sur des ressortissants d'un monde parallèle qui viennent faire la fiesta chez elles, en gros. Donc, des créatures.
voilà, elles vont se retrouver avec des créatures sur les bras parce que au tout début de l'histoire, elle rencontre un garçon qui est un SDF, qui a l'air assez étrange, qui a un accent qu'elles ne connaissent pas du tout, donc elles ne savent pas du tout d'où il vient. Et puis elles sympathisent plus ou moins avec lui, enfin elles le connaissent, on va dire, loin. Et puis un jour il disparaît, et devant leur porte, il laisse un carton avec la tarasque. Une bestiole que vous avez vue. Voilà. Et là, elles sont bien entendées. Et donc, fil en aiguille, elles vont rencontrer d'autres. Elles vont essayer de le retrouver lui. Elles vont aussi élucider le mystère des masques parce que lui, dans la rue, il gagnait quelques euros en fabriquant des masques, en récupérant des. Il fait de la récup, puis il sculpte des masques de créatures et d'animaux magnifiques à partir de matières premières qui sont dégueulasses à la base, quoi. Et donc, il y a vachement de mystère avec ça, parce qu'il leur a laissé 2 masques aussi en partant. Ils se disent pourquoi il nous a laissé 2 masques, pourquoi est-ce qu'on a cette bestiole qui sort de nulle part dans ce carton, enfin. Et voilà, c'est toute l'histoire part de là, en fait. En fait, t'as vachement de... Tu parles de vachement de sujets, on va dire, écologiques. Là, tu parlais de recyclage, tu parlais de la condition animale. C'est quelque chose qui te touche beaucoup. Qui inspire beaucoup ton écriture. Bah écoute, moi, moi en t'entendant parler, c'est des choses qui me frappent, quoi. C'est voilà, tu l'as dit, voilà, il sculpte des masques dans des trucs recyclés, machin. Là, tu parlais beaucoup de créatures, de la condition animale, les robotisations, machin, tout ça. C'est vrai que c'est, enfin moi, après, comme je dis toujours, hein, c'est mon ressenti à moi. Par rapport à ce que tu dis, on a cette impression que ça t'inspire, en fait, que ça te touche et que ça t'inspire et que ça te fait écrire, que c'est un moteur pour toi. Bah ouais, oui c'est vrai. En fait, toutes les nouvelles que j'écrivais, comme j'ai commencé en écrivant des nouvelles, en fait à la base, quand j'ai commencé à écrire sérieusement, donc quand j'étais au collège, lycée, je détestais écrire sur des êtres humains. J'écrivais jamais sur des personnages humains. D'accord. Et d'ailleurs, ça a énervé certaines de mes copines de lycée parce qu'elles voulaient lire ce que j'écrivais. Elles disaient non, moi je veux des personnages humains, blablabla, les animaux c'est pas intéressant. Bon, au final, elles l'ont lu quand même, elles ont bien aimé. Mais j'arrivais pas, j'avais vraiment envie de changer, j'en avais marre de lire des histoires qui étaient humano-centrées, et je voulais lire des histoires d'animaux qui soient pas niaises comme on peut voir dans la littérature pour enfants, qui soient des histoires pour adultes, quoi, et qui soient complexes. Et du coup, j'en écris pas mal, et puis Masque des monstres, c'est un peu mon retour aux personnages humains, mais en gardant les thèmes des animaux, des espèces en voie de disparition, etc. Et puis je trouve aussi, j'avais envie d'inclure ces réflexions-là dans un roman de fantasy ou de fantastique, parce que je trouve que ça manque énormément aux littératures de l'imaginaire, alors qu'il y a totalement moyen de faire... Enfin, moi, mon monde parallèle, par exemple, il est submergé par les eaux, et il est menacé par le réchauffement climatique, et par les maladies, tout ça, et il y a carrément moyen d'inclure des trucs comme ça en fantasy. C'est génial d'inclure des choses comme ça, sans que ça prenne le pas sur l'intrigue, parce que moi, on m'en parle pas du tout le temps, quoi. Non. Mais j'ai envie de faire ça. Non, mais après, de toute façon, l'intérêt d'écrire, c'est de se faire plaisir. Donc, voilà, si c'est ce que tu as envie de faire, enjoy, quoi, fais-toi plaisir, quoi. Ouais, tu disais juste, tes bouquins, on en parlait, tu parlais de tes lecteurs, entre guillemets. Tes bouquins sont, alors notamment de par le fer et le feu, n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est ce que je crois que c'est ce que tu as marqué dans la description. Tes autres bouquins sont pour un public varié, on peut lire à partir de quel âge à ton avis? Tu dirais à peu près quel âge? Les 2 autres, c'est... Tu veux dire par le fer et le feu ou les 2 autres? Non, alors par le fer et le feu, si j'ai bien compris, faut voir quand même, on va dire 15-16 ans peut-être? 14-15 ans? Oui, voilà. Voilà. Au moins, et les autres par contre c'est tout public, il n'y a pas de souci, on peut mettre ça dans les voilà. Alors comme ça va être la période des fêtes, tu vois, si jamais des gens ont envie d'offrir ça, qu'ils sachent que ça peut s'adresser à un public varié et pas limité, quoi. Oui, c'est tout public. Bah surtout Masques et monstres. Après, le recueil de Pierre et de Métal, c'est beaucoup plus sombre, et comme c'est des nouvelles courtes qui ont trait à la situation animale dans le futur et tout, il y a souvent des trucs sans être gore ni vraiment dark comme par le fer et le feu. C'est vrai que je pense pas que ça conviendrait à un enfant non plus, tu vois, ça lui plaira pas trop. Mais sinon, il n'y a rien de choquant en soi dans les nouvelles non plus. Ouais. Mais plus Masques et monstres en fait. Masques et monstres plus pour des enfants. Je s'adresserais. Oui, plus à des ados ou à des enfants. Ouais. Il y a des auteurs qui t'ont inspiré?
Oui. Bah, surtout un. Il y en a beaucoup que j'admire, mais il y en a un, je me suis rendu compte qu'il m'avait. Non, il y en a deux. Je dis des bêtises, il y en a deux. Et deux auteurs français en plus. D'accord, Il y vas-y. a, il y a Baudelaire. Ouais. Ça fait très classique, mais en fait, j'avais quasiment arrêté d'écrire au collège, et quand je suis passée au lycée, j'avais une prof de français qui nous a fait travailler sur Les Fleurs du Mal. Mhm. Et c'était la révélation. Enfin, j'ai adoré Les Fleurs du Mal, vraiment. Et c'était magnifique, les métaphores et tout, ça m'a vraiment marqué. Et ça m'a donné envie d'écrire des belles descriptions, ce que je ne faisais pas du tout jusqu'à maintenant. Mhm. Et là, ça m'a vraiment fait poser des questions, et ça m'a donné envie de faire un peu comme lui. Donc, voilà. Donc il y a Baudelaire. Et puis j'aimais bien aussi son contraste entre la beauté et la laideur. Il arrivait à faire des superbes descriptions sur des choses vraiment laides, et ça m'a donné envie de faire pareil. D'accord. Voilà. Et après, il y a un auteur beaucoup moins connu qui s'appelle Jean-Luc Marcastel. Mhm. Un auteur français de fantasy. Enfin, je crois qu'il a fait un peu de SF et de fantastique. C'est un auteur français qui est originaire de ma ville et de ma région. Du coup, c'était marrant. Et je l'ai déjà rencontré d'ailleurs quand j'étais au lycée. Et j'aime beaucoup ses descriptions. Alors, ça fait pas tout le monde, c'est très dense. C'est très métaphorique. Il fait beaucoup de personnification. Il personnifie les maisons dans ses descriptions. Ça donne un côté très vivant. Et je trouve ça vraiment très très beau. Même si du coup c'est un peu dense. Mhm. Et ça m'a aussi beaucoup influencé, notamment toutes ces descriptions sur le regard, le travail des émotions qui paraissent dans le regard et tout. Enfin, c'était génial. Ça m'a influencé, ouais. Ouais, a priori, il y a Drake qui confirme que voilà, ça a l'air de. Ça lui parle a priori, vu sa réaction. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, là actuellement tes projets, c'est le tome 2 de Masques et Monstres. Ouais. Ouais. Pour lequel je gagne. Ouais. Donc notre prochain confinement a lieu quand à peu près? Alors, je dirais des monstres, le 2. Ça, en vrai, ça va dépendre de la réécriture parce que là, il est très très compliqué à aborder, je trouve. Déjà parce que c'est un tome 2 et que j'aime pas ça. En plus, parce qu'il y a énormément de nouvelles choses à amener par rapport au tome 1. Ça change beaucoup. Donc, je galère un peu, mais je pense que j'aimerais bien le sortir en fin d'année prochaine. Ouais. Bah, après, ça va dépendre de si je dois faire une réécriture énorme, si je dois. Voilà. Ça dépend de ce qu'on va me dire sur Scribd quand je vais poster les chapitres. D'accord. T'as pas commencé encore à. T'attends d'avoir tout fini pour les poster ou. Parce que, comme, en fait, normalement, je poste vraiment au compte-gouttes au fur et à mesure que j'écris, parce que ça me motive. Sauf que là, j'étais pas très contente de mon début, et comme c'était compliqué, je dis, on va éviter de se plomber toute seule, on va rien poster au début, et je commencerai à poster une fois que je serai un peu plus sûre de moi, que j'aurai un peu relu, tout ça. Donc, voilà. Voilà. Je vais dire juste Drude, parce que je suis désolé, le début, GFG, voilà, ça va être compliqué, donc Drude, bonjour Drude. Bienvenue. Et des idées pour d'autres histoires, d'autres projets, ou pour le moment tu te concentres vraiment sur Masques et Monstres 2, le retour, et tu verras pour la suite? J'ai beaucoup trop d'idées. D'accord. Du coup, j'essaye de me concentrer sur le tome 2, mais c'est pas évident. Mais en gros, notamment, je pense après Masques et Monstres, c'est quasiment sûr que je vais commencer une autre histoire qui me trotte vraiment dans la tête et qui serait de la SF. Enfin, de la SF, de dystopie, etc. Et j'avais envie de parler d'une... Bah, c'est toujours un peu lié au même thème, en fait, parce que j'adore les exploiter, mais d'une façon un peu différente à chaque fois. Et j'avais envie de planter deux personnages qui vivent dans un HLM complètement pourri et qui se tiennent pas vraiment au premier abord. C'est une fille qui est informaticienne, enfin qui est codeuse, et qui code des IA, sauf qu'elle est au chômage depuis des mois. Et elle a quelque chose comme 22-23 ans. Bon, elle a un petit robot de compagnie qui est mal foutu parce que son code est un peu pourri, c'était son premier, mais bon voilà. Et son voisin, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui a quelque chose comme 18 ans et qui travaille de nuit à l'usine. Donc déjà, niveau, on va dire niveau social, c'est pas tout à fait niveau, voilà, pas tout à fait la même chose entre les deux. Et après, je voulais mixer ça un peu avec une histoire d'élevage ou d'usine sordide qui est pas loin de chez eux, mais ils savent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, par un concours de circonstances, ils vont apprendre que leur immeuble va être détruit, justement pour agrandir cet élevage. Et ils vont vouloir éviter ça. Donc ils vont
ils vont se rassembler pour lutter contre ça, ils vont fédérer tout l'immeuble un peu, et du coup j'avais envie de faire quelque chose d'assez joyeux, même si c'est dans un univers globalement sombre, avec tous les occupants de l'immeuble, des liens qui se tissent, tout ça. Et évidemment qu'ils aillent découvrir ce qui se passe dans l'usine. Donc tout un travail d'investigation un peu... Enfin voilà, j'ai encore des brides d'idées un peu éparses. Moi, ce qui me fait délirer quand je t'entends parler, c'est les adjectifs que tu utilises, parce que tu utilises des adjectifs mais qui sont carrément opposés. Tu utilises sordide, glauque, et puis après tu parles de joie, de beauté. Je trouve ça me fait trop délirer, quoi. Oui, mais j'aime vraiment bien faire des trucs dans un univers glauque, mais avec des scènes qui sont drôles. J'adore ça. Bah, ceux qui ont lu Par le fer et le feu, ils s'en sont rendus compte parce que c'est un univers super glauque avec des personnages très très enfermés et cruels, mais au final ils sont trop drôles entre eux. Enfin, la succube elle fait que des gaffes, il y a des scènes qui sont hilarantes et entre eux c'est que des petits. Enfin, j'adore faire des trucs un peu absurdes comme ça. Dans Masques et Monstres aussi, il y a un humour complètement débile à certains moments. Enfin, je m'éclate. Et du coup, ouais, j'aime bien faire le contraste entre une histoire sombre et puis des moments drôles, quoi. C'est excellent. Ah ouais, non mais c'est ça, moi c'est ça qui me fait rire. Là, quand tu présentais ton idée suivante, ça c'est vrai que c'est ça, quoi. T'as vraiment un contraste entre les descriptions que tu fais de l'univers des personnages et les émotions qui vont se véhiculer par rapport à ça. Voilà, moi ça me fait marrer. J'adore, hein, ça m'éclate. Hein. Ouais, merci. Ouais. Mais voilà. Du coup, là, tu pars sur les envois de Masques et Monstres, l'écriture ton année 2002. Bon, je suis passant comme tout le monde. J'ai pas trop demandé en début 2021 ce que tu as de prévu. Ça va dépendre malheureusement de ce qui va se passer prochainement. Parce que bon, on va pas parler des salons. Oui, bon là, c'est mort, on dirait. Ouais. T'as déjà fait des salons physiques ou tu restes sur... Et à chaque fois, pour mes campagnes nues, je commande un gros stock en me disant allez, prochain, je vais faire des salons, ça va être cool. Puis au final, mes exemplaires, ils prennent la poussière parce que Covid oblige. Mais j'aimerais vraiment bien faire. Ouais. Mais j'avoue que c'est pas ça. Tout un petit peu pareil. C'est pareil, j'ai mon stock à la maison. Je m'étais dit pareil, voilà, je vais pouvoir faire quelques salons, ça me permettra d'en vendre quelques-uns. Et puis finalement, voilà. Comme dit Drake, c'est la vie des salons. C'est un peu compliqué. On espère que ça va se résoudre courant d'année pour tout le monde. Courant d'année 2021. Et voilà, en attendant, on écrit. Oui, remarque au moins, on a un champ libre. Voilà, on écrit, on fait des lives pour présenter un petit peu son travail. Et voilà. Donc du coup, là vous avez la petite boucle qui tourne avec les créatures illustrées depuis tout à l'heure. Masques et Monstres 2, il y aura, tu vas garder le même principe, c'est-à-dire un bestiaire pareil, tu vas étoffer un peu ton bestiaire ou... Ouais, il y aura beaucoup de nouvelles créatures. Ouais. Du coup, je vais tout simplement... je vais pas remettre les mêmes que dans le tome 1, ça sert à rien, parce que les gens auront sans doute... Bon, genre, quand t'as le tome 2, t'as le tome 1 avant, ouais. Voilà. Du coup, je vais refaire un bestiaire, et à mon avis, il sera beaucoup plus conséquent, parce qu'il y a énormément de nouvelles créatures qui arrivent. Ouais. Donc je vais pas toutes les mettre parce que c'est pas possible, mais il y en aura peut-être 20, 25, peut-être 30. On verra. Mais ça c'est bien. Ça c'est bien, tu vas nous compléter un petit peu tout ce bestiaire. En plus maintenant que j'ai acheté le 1, je vais t'obliger d'acheter le 2. Non mais c'est vrai que c'est frustrant de pas avoir tout. Ma femme m'a dit, je fais un peu comme Colombo maintenant. Ma femme m'a dit, il n'y a rien de pire en fait que de pas avoir quand t'achètes un bouquin, tu vas acheter la suite parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer derrière. Voilà. Mais après, c'est vrai que ton idée de faire quasiment que des one-shots ou de privilégier les one-shots, c'est aussi pas mal. Hein. Ça évite la pression. Oui, c'est ça. Ça évite que tes lectrices te disent non, mais quand est-ce que tu sors le tome suivant parce que moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer après ce qui vient de se passer.
je ne vise personne là non plus, hein, attention. Voilà. Et mais voilà, non, mais c'est vrai que tu le disais toi-même, t'as moins de pression, c'est plus cool. Et puis après, c'est un choix aussi. C'est peut-être que plus tard, dans quelques années, quand tu auras sorti déjà 25 ou 26 one-shots, tu auras peut-être envie de te lancer dans une série un peu plus longue. On sait jamais. Oui, peut-être. 25 ou 26, rendez-vous dans 30 ans alors, parce que je suis pas très rapide. Bon, écoute, t'as sorti les 2 premiers, enfin les 3 premiers, tu les as sortis en combien de temps? J'ai pas vu les dates de Bah, j'ai un parution. peu triché. Le jeu était déjà écrit. Oui. Donc là, j'en ai de chair et de métal aussi. Donc j'en ai sorti 3 en un an, mais Mm. j'ai triché. Ouais, bah après, ouais, après, on sait jamais, tu sais. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est que justement tu puisses continuer à écrire, à dessiner et à nous faire rêver avec tes univers. Avec tes paradoxes. J'ai vu le terme paradoxe tout à l'heure qui est sorti, je crois, des doigts de Sandra, et je trouve qu'il te va bien, le terme paradoxe. Voilà, ce que je te disais quand tu parlais d'univers à la fois glauque et joyeux, je trouve que le terme paradoxe te va bien. Ouais, voilà. Ça correspond bien ça correspond bien à ce que t'as décrit, ce que t'as dit tout à l'heure. Je peux pas me baser sur ce que voilà, malheureusement je peux pas me baser sur les écrits puisque je n'ai pas lu ce que tu as fait, mais tu as réussi à me donner envie de peut-être de craquer sur par le fer et le feu. Après bon, c'était pas trop compliqué non plus, hein. Je t'ai dit dès le début que ta couverture me plaisait beaucoup. J'ai privilégié le Ulule. Mais c'est vrai que par de faire le feu, j'avoue que il me tentait déjà bien, et la façon dont on a parlé, la subcube gaffeuse déjà j'aime beaucoup. Voilà, Nemila où il craque. Oui, alors maintenant c'est pas parce que j'ai un bureau perso, mon bureau ne fait que 9 mètres carrés, hein, j'ai déjà tout mon matos, donc du coup je vais pas pouvoir non plus avoir 800 bouquins dans ma pile à lire. Voilà. Faut que je Ah, les lise. définitions. Les définitions du début de Par le fer et le feu. Ah ouais. On sent que Nemila, pendant l'émission, tu vois, déjà, non seulement elle a sorti ton bouquin de sa palle, mais je pense qu'elle a commencé déjà, tu vois, à feuilleter. C'est pas. Non, mais tu vois, je t'avais dit, je t'ai dit quand on a fait Virtua Livre, il y a quelque chose d'important, il faut mettre la caméra, tu véhicules des émotions par le langage corporel, et voilà. Et tu vois, de suite, c'est magique. C'est vrai, c'est C'est vrai. magique. Prochaine fois, on saura quoi faire. Ouais, tu vois, Nemila a déjà lu le chapitre 1 devant le live, elle est grillée. Voilà. Tu vois, je savais. Ah ouais. Voilà. Je suis incapable de faire deux choses à la fois, lire et écouter un truc en même temps, c'est mission impossible pour moi. Non, mais non, mais après, c'est là, enfin, t'as affaire bon, pour l'instant des lecteurs, Imaginencre et Nemila, c'est 3 des croqueuses de livres qui étaient là la semaine dernière, donc bon, tu vois, c'est des consommatrices de livres assez frénétiques. Ouais, Et voilà, et ça me m'étonne pas qu'elle soit capable de faire deux choses en même temps. Moi, je suis capable de faire deux choses en même temps, tu vois. D'ailleurs, ça se voit quand je fais des interviews, parce que quand je suis en train de chercher une question ou sur Instagram, parce qu'on me l'a envoyé dans l'après-midi, ou sur d'autres trucs, on voit que je tourne la tête, que je fais machin, que je suis plus concentré sur ce que je fais. Voilà. Je ne suis qu'un homme, comme je dis, j'aime dire, je ne suis qu'un homme. Voilà, je suis monotache. Mais voilà, non, franchement, moi, t'as vraiment réussi à me donner. Je pense que je vais pas tarder à le commander. Si on me donne un exemplaire dédicacé, comment on fait? Alors, normalement, je suis censée dire non parce que le petit stock qui me reste, je le garde normalement pour les salons. Mais en vrai, oui, je peux t'envoyer un exemplaire dédicacé si tu veux. Le seul truc, c'est que les exemplaires que j'ai moi, c'est des reliques de ma première campagne Ulule, donc c'est vraiment la première version du roman. D'accord. Donc il y a quelques coquilles, bon, il n'y en a pas 10 000, hein, mais il y a 3-4 coquilles qui n'ont pas été corrigées, qui n'avaient pas été corrigées à l'époque, et il doit y avoir un peu de saut de ligne aussi qui déconne à un moment. Bon, rien de très grave, mais bon, c'est pas les derniers exemplaires top bien léchés, quoi. Voilà. Après, ça peut se voir. Non, mais après, moi, de toute façon, franchement, s'il y a des coquilles, ça m'étonnerait que je tombe dessus. Enfin, que je les vois. Je vais tomber dessus, je vais forcément passer dessus, mais ça m'étonnerait que je m'en rende compte.
honnête, hein, voilà. Non, mais après, puis bon, c'est aussi ça le charme des aventures littéraires, c'est que tu passes par plusieurs phases avec tes bouquins. Comme tu dis, bah là t'es en train de passer dans la phase un petit peu galère avec Masque et Monstre sur la création, parce que t'as eu les soucis de dorure. Après, bah, t'essuies les plâtres des premières versions dans lesquelles toutes les coquilles n'ont pas été corrigées, ou t'as le souci de machin, le souci de bidule, et tu t'en rends compte après avoir imprimé 25 exemplaires, et tu te dis punaise, j'étais obligé de les vendre, parce que quand même, je vais pas non plus me retrouver avec ce stock-là. Et donc t'essaies de retrouver des copains qui sont gentils, qui veulent bientôt les prendre, ou la famille, voilà, tout, voilà. Et voilà, puis après t'arrives au projet final abouti, terminé, et c'est ça qui est beau, c'est un peu la vie d'un livre. Mais tu vois, je suis pas tout seul en fait à aimer les versions dédicacées, puisque bah, Imagine Encre dit aussi que c'est une excellente question, tu vois, ce truc dédicacé. Donc c'est aussi ça l'avantage d'avoir des auteurs auto-édités, c'est qu'on peut un peu plus facilement parfois avoir des exemplaires dédicacés. Il faut leur demander gentiment. Et il faut s'organiser avec eux. Ou il faut faire des lives avec eux et leur demander en direct, comme ça ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas dire non, parce que sinon ça le fait pas. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Ronce d'Or? Non, rien de spécial. Du coup, pour les exemplaires dédicacés, sautez pas dessus. Hein. Je suis pas censée en envoyer. Là, c'est juste pour Bastien, c'est exceptionnel. Mais sinon, non. Rien de spécial. Je suis en train de repasser tes couvertures les unes après les autres. En même temps, je vais relinker ton Instagram. Qu'est-ce que j'ai comme dernier truc collé? Ouais, c'est ton Instagram, c'est génial. Donc Marine, son rêve, c'est une bibliothèque intégralement dédicacée. Écoute, moi si tu veux, je viens chez toi faire un tour et je fais une signature dessus, sur ta bibliothèque. Comme ça, elle sera dédicacée, ta bibliothèque, y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est agréable de flâner des fois dans les salons et de tomber sur les auteurs, de passer un moment à discuter avec eux. Enfin là, je parle des salons physiques, hein, voilà, c'est de discuter avec eux, de repartir avec tout de suite avec son petit bouquin dédicacé. Il y a le souvenir, voilà, c'est un peu le souvenir de la discussion, de l'échange, la petite signature, et c'est vrai que c'est bien faire ça. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est notre approche, Nemila, effectivement. Donc Nemila qui nous dit qu'elle aime bien avoir lu le bouquin et ensuite aller discuter avec l'auteur pour échanger un petit peu ce que tu as pu penser du bouquin. Avec un peu de chance, d'ici la fin de l'interview, Nemila pourra te questionner sur ton bouquin. Non, elle a lu le chapitre 1, non, je pense pas. Voilà. Bah écoutez, moi je vais te remercier, Ronce d'Or, d'avoir accepté cette interview, d'avoir passé cette petite soirée avec nous. J'espère que tu auras passé un bon moment et que tu n'auras pas trop stressé. Non, ça a été finalement. Ça va, on n'a pas été méchants? Non. Non. Super sympa. Ouais. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux de Ronce d'Or. J'ai linké l'Instagram il y a quelques instants. Voilà, comme ça vous pourrez suivre son actualité, voir un petit peu tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose, et suivre ses aventures nocturnes quand elle écrit avec ses copains entre 11h et 7h du matin. Alors, 30 ans au moins. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Ronce d'Or, à bientôt et bonne soirée tout le monde. Merci à toi. Ouais, avec plaisir. Ciao tout le monde.